Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième table ronde du Hotspot Days by Dependent Connect, en partenariat avec la convention SBA Smart Home 2021 et le Labimo de Midi Libre. Je suis Hubert Vialat, journaliste économique, et j'ai le plaisir d'animer les deux tables rondes et la clôture de cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Je rappelle le thème chapeau de la journée, je cite, du CES Las Vegas à Montpellier, toutes les innovations et les nouvelles tendances de l'immobilier connecté. Ce matin, nous avons abordé les innovations Smart Home 2021 et les perspectives du marché de cette année. Place à présent donc à la troisième table ronde, le numérique et la ville inclusive. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter 5 experts. Hélène Roussel, à mes côtés, directrice du projet Cité Intelligente à Montpellier Méditerranée Métropole. Vous coordonnez le projet Smart City en lien avec les nombreuses directions métiers, culture, environnement, eau, data, santé, etc. de la métropole. Christophe Pérez, directeur général de la CERM SA3M. Par ailleurs, Monsieur Pérez, vous copilotez un groupe de réflexion sur la ville connectée au sein du club Ville Aménagement, dont vous êtes l'un des vice-présidents. Cyril Delbos, Monsieur Delbos qui est là. Bonjour Monsieur Delbos, vous êtes directeur du bureau d'études techniques Delta à Montpellier et représentant de la SBA en Occitanie. Votre bureau d'études, créé il y a 3 ans, s'est spécialisé dans les réseaux Smart Building et intervient au niveau régional. Xavier Bringer, bonjour Monsieur Bringer, vous êtes directeur général associé de MEA Promotion, un promoteur immobilier basé à Montpellier. Vous représentez en quelque sorte la profession des promoteurs pour cette table ronde. Et enfin, en distanciel, que nous ne l'oublions pas, Pierre-Jean Malguir. Je ne sais pas s'il est connecté. Il est connecté. Bonjour. Bonjour Monsieur Malguir. Vous êtes directeur général et fondateur de Archetype Group, un groupe de maîtrise d'œuvre basé en Asie. Archetype Group, c'est 1000 salariés qui réalisent tout type de bâtiment, et vous intervenez aussi dans les Smart Cities. Ça représente environ 10% de l'activité de votre groupe. Vous avez la particularité d'avoir passé donc une vingtaine d'années en Asie. Vous êtes revenu en France. Vous êtes connecté là depuis votre domicile, je crois, quelque part en Aveyron, entre Rodez et Albi. Et vous dirigez les nouveaux développements d'Archetype Group, toujours à l'international, en ciblant cette fois l'Afrique et l'Amérique latine. Madame, messieurs, donc bonjour. Vous êtes 5, nous avons 1 heure, donc on va privilégier les questions courtes, ça c'est pour moi, et des réponses concises aussi, ça c'est pour vous, parce que 5 en 1 heure, hein, voilà, ça fait environ 10-12 minutes chacun, et on a plein de choses à voir. Je vous propose qu'on reste avec vous, Monsieur Malguir, depuis l'Aveyron, pour nous faire part de cette expérience internationale que vous avez, asiatique, notamment des villes intelligentes. En Asie, on est passé d'un système très archaïque de gestion des villes à quelque chose de tout numérique, sans transition. Tout s'est fait très rapidement. De structure type années 60 au mobile. Et dans les smart cities en ce moment, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Où en fait, on passe d'une gestion très archaïque avec du gestion papier à du tout numérique. Et c'est quelque chose qui va fait. Vous nous entendez là, Monsieur Malguir ? On vous voit, mais on ne vous entend pas là. Vous pouvez peut-être... Là, c'est bon. Là, je pense qu'on vous entend. Allez-y. Ça y est, vous m'entendez ? Oui, parfait. Très bien. Je disais donc qu'en fait, en Asie, effectivement, les choses vont très vite. Et un peu comme le téléphone où on est passé directement au portable, sans intermédiaire, et bien aujourd'hui, au niveau des Smart Cities, c'est un peu la même chose, où il y a énormément d'initiatives pour aller sur des Smart Cities directement. Alors évidemment, ce sont des nouveaux quartiers, hein, c'est une problématique différente peut-être de celle qui est en Europe, puisqu'on construit beaucoup d'extensions de villes, un peu comme l'Europe l'a connu dans les années 50 et 60, avec un très fort développement immobilier. Et c'est vrai qu'on a tendance effectivement à aller directement dans le numérique, peut-être pas aussi détaillé et développé que les projets de Smart Cities, celles que ça peut exister en Europe,
mais au moins avec une grosse partie sur le numérique dans la gestion des réseaux, dans la sécurité, dans la gestion globale du bâti. Et c'est une tendance qui est vraiment intéressante. Il y a énormément d'opportunités pour des sociétés françaises. On connaît bien sûr les atouts du numérique pour la gestion des cités, mais est-ce que vous pouvez rappeler quand même les principaux atouts apportés par le numérique dans la gestion des villes, en quelques lignes forces, ce qu'on peut voir en Asie notamment? La ligne force pour l'Asie, c'est le confort de l'usager, bien sûr. Et ensuite, l'autre ligne forte, c'est pour le concessionnaire. Il faut savoir qu'en Asie, les concessionnaires sont de plus en plus privés. Il y a des quartiers entiers de villes nouvelles qui sont gérés par des promoteurs privés en échange de travaux de réhabilitation divers et variés sur différentes infrastructures. Vous avez beaucoup de projets de nombreuses villes asiatiques où ce sont par exemple des investisseurs coréens, taïwanais ou aujourd'hui chinois qui investissent dans le développement d'un nouveau quartier qui fait entre 100 et 1000 hectares. Et pour avoir accès à ce terrain, bien tout simplement, ils ont par exemple financé une autoroute ou ils ont financé un port dans une autre partie du pays. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de développement privé et c'est vrai que c'est une tendance importante. Donc le numérique est au cœur de tout ça parce que le confort de l'usager aujourd'hui en Asie est une priorité. Et évidemment, la gestion au plus près, et je dirais la gestion presque frugale, telle qu'on peut la connaître en Asie, prend toute son importance quand il s'agit de gestion numérique. Quelle est la clé de la réussite ou les raisons d'un échec d'un projet de Smart City? Je pense que ça dépend en fait de la définition des besoins en fonction justement du lieu où vous êtes. Évidemment, quand on regarde l'Asie, c'est vaste. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes dans des villes comme Singapour, qui ont connu une certaine évolution depuis longtemps, qui sont à un niveau de modernisme important, et des villes de province telles que par exemple, on est en train de travailler sur un projet à Mandalay, qui est la deuxième ville ou la troisième ville de Birmanie, et on est en train de faire une ville nouvelle de à peu près sur 300 hectares, enfin un quartier nouveau sur 300 hectares, et c'est vrai que bien évidemment les données en termes de Smart City sont totalement différentes quand on appréhende ce type de projet, puisque le pays est beaucoup moins développé que ne l'est Singapour. Le thème de la table ronde, là, c'est numérique et ville inclusive. En quoi le numérique contribue-t-il à l'inclusion des habitants? Alors, c'est une question, je dirais, peut-être plus pour mes collègues. C'est vrai qu'en Asie, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, la plupart des projets de Smart Cities sont des projets pour des catégories socio-professionnelles à haut revenu, ou au moins, on dirait, catégorie moyenne supérieure à minima. La partie, je dirais, Smart Cities, et justement l'inclusion des couches plus populaires dans les villes ne s'est pas encore faite en Asie. Je pense que ça sera la prochaine étape, bien évidemment, et ça va prendre un peu de temps. Donc ça, je laisserai plutôt à l'inclusion justement de toutes les couches de la population dans une Smart Cities. Je pense que c'est plus une question pour des pays développés comme la France. Quels sont les grands enjeux de demain pour les Smart Cities asiatiques auxquels vous participez donc? L'Asie, effectivement, les grands enjeux, c'est l'environnement, problématique très importante. Vous connaissez tous les problématiques, et vous avez tous entendu parler des problèmes environnementaux qu'il y a dans de nombreux pays asiatiques, en Chine, en Inde, etc. La sécurité, qui est aussi dans certains pays problématique, ou qui peut être, je dirais, quelque chose d'un peu régalien. Je pense à des pays comme la Chine ou le Vietnam qui ont quand même des régimes dirigistes, et donc la sécurité est importante. Et une autre problématique qui est particulière à l'Asie, c'est la durabilité. Il y a malheureusement eu beaucoup de constructions en Asie depuis 20 ans, et malheureusement, certaines de ces constructions ne résistent pas au temps, ne sont pas durables, parce qu'elles ont été faites trop vite ou mal faites. Et aujourd'hui, c'est une problématique importante qui est prise en compte dans le cahier des charges dès le début. C'est vraiment les trois axes importants aujourd'hui pour tout projet de développement de Smart Cities en Asie. À part le Japon aussi, ce sont des pays développés, mais tous les autres pays d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est dans lesquels on travaille, ou même d'Asie du Nord, ont ce type de problématique. En quoi la France peut-elle s'inspirer des Smart Cities asiatiques? Enfin, vous qui avez une vision globale, mondiale, est-ce qu'il y a
des points qui sont transférables, qui sont inspirants? Je pense que le point principal inspirant, c'est la simplification administrative. Il y a quand même des pays dans lesquels le carcan administratif est peut-être moins présent que ce qui peut être en France. Il y a moins d'interlocuteurs au niveau de la gestion du projet, et donc ça permet une mise en œuvre beaucoup plus rapide, contrairement à certains projets en France qui prennent beaucoup de temps. Donc ça, je pense que oui, effectivement, la France peut avoir à apprendre de la rapidité d'exécution en Asie sans non plus tomber dans, je dirais, la rapidité d'exécution à la chinoise qui peut parfois être un peu trop dirigiste. Et où situez-vous la France dans le marché, ce marché mondial des smart cities, ses forces, ses faiblesses? Je pense que la France a beaucoup de force de par la créativité la créativité, je dirais, historique du pays, de par les solutions proposées. Maintenant, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la France a aussi des faiblesses par rapport à la taille des prestataires de services qui travaillent sur les smart cities. On est en face, en particulier, d'une compétition anglo-saxonne qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus structurée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la France fait un peu figure parfois de petits poussés. On le voit, nous, sur beaucoup de projets où effectivement, on est en face de mastodontes anglo-saxons qui sont 10 ou 30 fois plus gros que nous, alors qu'on a déjà 1000 collaborateurs. Et effectivement, il y a une question ensuite de taille, de poids, et sur un contexte international, c'est important. Quand on est en face de sociétés comme par exemple AECOM ou Atkins, eh bien, on est tout de suite considéré un peu comme des nains, si je puis dire. C'est la séparation architecte, ingénieur, assistance à maîtrise d'ouvrage qui est propre à la France, qui pourrait être peut-être repensée? Oui, alors là, c'est un vaste débat si on rentre là-dedans, mais effectivement, aujourd'hui, le modèle anglo-saxon, qui a aussi ses inconvénients, puisqu'effectivement, ça ne veut pas dire forcément qu'une société avec 30 000 collaborateurs sera forcément meilleure qu'une société avec 300 collaborateurs. Mais globalement, je pense que ce qui fait du mal à la France, c'est effectivement l'émiettement, en particulier dans la profession d'architecture, où on se retrouve avec souvent des cabinets d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme, qui sont très pyramidaux et qui sont souvent détenus et dirigés par le fondateur, et qui se rend compte à 75 ans que il a pas structuré suffisamment de sous pour passer la main, et il y a bon nombre de sociétés qui ne résistent pas au départ à la retraite de son fondateur. Ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons, où vous avez énormément de sociétés internationales qui ont su se structurer et qui ont su justement s'adosser avec, par exemple, des cabinets d'ingénierie ou des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et qui aujourd'hui sont vraiment internationales et ont une vraie capacité d'action un peu partout dans le monde. Et demain, du coup, votre groupe réfléchit, veut participer aux Smart Cities, en Afrique, en Amérique du Sud. C'est vos axes de développement pour les prochaines années. Alors, en fait, on a un axe de développement très bâtiment. Donc, l'Asie, on est quasiment dans les principaux pays aujourd'hui qui comptent, avec des collaborateurs, des bureaux sur place. On a 23 bureaux dans 15 pays. Et on se rend compte que l'Afrique est en développement va être en développement important sur les prochaines années. C'est un peu comme ce qu'on a connu en Asie il y a 20-25 ans. Donc effectivement, on veut s'inscrire là-dedans. L'Amérique latine, on le fera de façon plus opportuniste, parce que c'est un peu plus loin de nos bases, je dirais, historiques, qui sont la France et l'Asie. Mais oui, effectivement, l'Afrique, on veut s'investir demain dans des projets de bâtiments qui déboucheront aussi sur des projets de Smart Cities, bien évidemment. Ok, merci Monsieur Malguir, merci bien, vous restez avec nous. De l'Asie à la France et même à Montpellier, on a la chance en effet d'avoir deux représentants, à la fois de la métropole de Montpellier et de la SERM, où la Smart City est un sujet emblématique. Hélène Roussel pour la métropole de Montpellier, bonjour. Numérique et ville inclusive, donc c'est le titre de cette table ronde. Comment faire en sorte que le numérique inclue et n'exclut pas? Quelles sont les conditions d'une ville numérique inclusive et quel rôle peut jouer la métropole pour atteindre cet objectif?
Bonjour. Donc, contrairement à l'Asie, où effectivement la ville inclusive n'est pas forcément la priorité dans le déploiement de ce type de projet, dans les villes européennes qui sont compatibles RGPD, la protection des données, des libertés individuelles, la question de la ville inclusive est centrale, avec finalement l'apport de services en proximité pour tous les citoyens. L'idée de l'approche universelle des services pour tous est prioritaire en Europe, et en particulier le rôle des collectivités qui s'impliquent dans des sujets de Smart City rentre dans ce cadre-là. Et donc la métropole effectivement a développé une stratégie de Smart City en s'appuyant sur 3 axes justement pour répondre à cet objectif de ville inclusive, en développant des services pour tous, mais ça on détaillera peut-être plus tard, en développant une stratégie autour de la donnée. Et contrairement en Asie, c'est pas tout à fait le même cadre législatif pour l'utilisation de ces données. Et donc on travaille sur une stratégie de bout à bout justement pour à la fois collecter des données, mais les mettre à disposition de tous à travers l'open data notamment, et enfin à travers dans le 3e axe justement pour répondre à l'objectif de la ville inclusive, c'est de travailler sur une stratégie d'inclusion pour permettre à tous d'accéder aux services numériques. Il ne s'agit pas de développer des services sans permettre l'accès à ces services. La métropole est impliquée sur le projet TANI, je crois, un territoire d'action pour un numérique inclusif, avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Vous pouvez en dire un peu plus, ce projet TANI, c'est quoi concrètement? Oui, en fait, sur le 3e axe, l'idée, en fait, quand on regarde en fait, les chiffres du CREDOC ou encore le rapport du Sénat de l'octobre dernier, un Français sur 6 n'a pas accès à Internet. 1 sur 3 manque de compétences. Donc quand on développe dans des logiques de Smart City des projets avec des services pour la mobilité, pour le suivi de sa consommation énergétique, de l'eau, dans tous les services du quotidien, il faut permettre l'accès déjà à la compréhension de ces services, et puis même pour des services qui ne relèvent pas de la collectivité. Ouigo, aujourd'hui, ça fait partie des services du quotidien de tous les Français. L'accès à Internet est nécessaire pour accéder à ce type de service. Et donc TANI, c'est un label de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'est entouré de 20 collectivités françaises, justement pour qu'on puisse faire remonter des expériences qu'on a sur le terrain, nous-mêmes bénéficier des retours d'expérience des autres collectivités. Donc ça, c'est le premier point, le fait d'avoir ce label, mais aussi de pouvoir bénéficier de mesures d'État, notamment dans le cas du plan de relance, pour développer des solutions. Alors, par exemple, vous avez les conseillers numériques, qui est une des dernières mesures développées dans le cadre du plan de relance, pour permettre d'accompagner en proximité tous les Français vers le numérique. Alors, bien sûr, les différents niveaux des Français face au numérique, face à cette société numérique est très différent. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout autonomes, qui nécessitent un accompagnement, un coup de pouce, et d'autres personnes, c'est seulement un accès à l'outil. Comment structurer la data? Évidemment, c'est un enjeu capital. Quelle est la souveraineté de la data pour le développement des services? Là, il s'agit du 2e axe qui contribue à faire une ville pour tous. Et effectivement, notre rôle en tant que collectivité et acteur de politique publique, c'est de permettre et de partager ces données pour à la fois être complètement transparent avec le citoyen. À ce titre-là, depuis quelques semaines, sont diffusées des données autour des pratiques du vélo en ville, et ces données sont réutilisées notamment par GeoVélo qui les diffuse pour tous les citoyens. Et typiquement, on a 1000 jeux de données qui sont diffusés en open data, 400 qui viennent de tous les services de la ville et de la métropole, mais aussi 600 qui sont mis à disposition par le citoyen à travers des applications OpenStreetMap. Donc l'idée vraiment, c'est le rôle de la collectivité, c'est d'agir de bout à bout, donc de permettre de la collecte de ces données, de garantir en fait la fiabilité, la pérennité de ces données, pour qu'ensuite des services soient développés à la fois par la collectivité, par tous les citoyens, par les entreprises, et notamment la CERM, à travers le projet CERM Cité, qui s'appuie aussi sur les données fournies par la collectivité. Ouais. Voilà, donc ça c'est le 2e axe pour rendre une ville inclusive. Le gouvernement veut déployer au niveau national 4000 conseillers numériques pour les collectivités. Vous pouvez préciser vos attentes par rapport à ces conseillers numériques, à quoi ils pourront bien vous
vous servir, entre guillemets, leur rôle. Alors 4000, c'est pas pour les collectivités, c'est pour l'ensemble du territoire français. Ensuite, donc, des collectivités, effectivement, peuvent bénéficier est-ce que vous avez de financement. recensé les besoins en fait, de Montpellier Métropole sur ces conseillers numériques? Donc à travers le plan de relance, les postes de conseillers numériques sont financés par l'État. Et la métropole, ville, et la ville de Montpellier et le CCAS de Montpellier, qui est très actif sur les politiques d'inclusion numérique. On est en train de faire les démarches pour capter 15 conseillers numériques en lien avec le département de l'Hérault et d'avoir un déploiement cohérent à l'échelle de tous les départements. Mais ils vont servir à quoi, ces conseillers numériques, concrètement, qu'on comprenne? Justement, dans les lieux, donc par exemple sur la métropole, vous avez à peu près 70 lieux qui accompagnent les publics vers les usages du numérique. Et donc, ces lieux pourront accueillir des conseillers numériques pour accompagner les publics. Typiquement, pour les services purement métropole, ce sont les médiathèques, ce sont les maisons pour tous, ce sont les guichets quand vous allez à la mairie pour être accompagné dans vos démarches pour sortir une facture de téléphone pour faire votre passeport, enfin des choses comme ça qui ne sont pas forcément toujours aisées pour tout le monde. C'est des espèces de coachs digitaux, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Tous ces éléments contribuent à la citoyenneté numérique. Ouais. En 2022, les services publics sont dématérialisés. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche à la fois physique, pour ne pas accroître la fracture numérique, et en même temps accompagner les usagers dans l'utilisation des services proposés via le numérique. Le numérique, c'est aussi une volonté politique de développer le tissu économique local, de booster l'innovation, dont on sait qu'elle est très dynamique sur le territoire. Tout à fait. Toutes les solutions déployées se font en lien avec l'écosystème. Et d'ailleurs, par rapport à on parlait de l'Asie, il n'y a aucune Smart City identique. Chacune se constitue en fonction de chacune se constitue en fonction des parties prenantes sur son territoire. Donc l'idée justement, c'est de travailler et être maillé avec le territoire entre les universités qui nous apportent énormément d'éclairage sur ces approches et sur, vous parlez de l'inclusion numérique, finalement quid de l'usager dans sa perception face à l'autonomie dans l'utilisation des services. Comment on évalue finalement cette montée en compétences et dans sa perception d'autonomie dans l'utilisation des services numériques? Et bien, typiquement, c'est un éclairage que nous portent les universités. On est d'accord que votre travail et votre préoccupation quotidienne, c'est ma dernière question, Madame Roussel, c'est pas sur les futurs quartiers qui seront super connectés, mais la réflexion porte bien sur toute la ville, toute la métropole. Tout à fait. L'approche de la Smart City ou cité intelligente sur le territoire de la métropole, c'est bien la stratégie de territoire du numérique en lien avec les acteurs économiques et les citoyens et les acteurs universitaires. Ok. Merci Madame Roussel. Excusez-moi, je suis un peu au pas de charge, mais comme vous êtes 5, mais vous restez bien sûr avec nous et vous pouvez continuer à intervenir pendant les échanges. Alors, comment cette stratégie numérique que vous avez décrite s'applique de façon opérationnelle, j'allais dire. Christophe Pérez pour la CERM SA3M. La CERM a lancé, je crois, oui, ou va lancer, non, ou a lancé un appel d'offres qui s'appelle CERM Cité, qui va impliquer alors là pour le coup qui concerne les futurs quartiers de la métropole, si je ne me trompe pas. Bon, alors si j'ai bien compris, parce que c'est compliqué quand même, CERM Cité, c'est une sorte de plateforme numérique de quartier pour une mise en relation des habitants avec les services avec des services publics ou privés. Enfin, c'est une espèce de plateforme qui va connecter les bâtiments avec des services qui sont dans des réseaux extérieurs aux bâtiments, pour rendre une ville totalement intelligente. Mais c'est pas facile à verbaliser. Donc, bon, en gros, en quelques mots, en quoi porte cet appel d'offres? C'est bien sur ça, à peu près, c'est l'idée, ou je suis complètement à côté de la plaque? Je permettrais juste Mais allez-y, vous êtes là pour ça. Si vous m'autorisez. Peut-être pour dire que, pour s'inscrire d'ailleurs dans ce qu'Hélène vient d'exprimer, la démarche de la CERM, c'est la fabrique de la ville. C'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, vous savez, la CERM participe à la fabrique de la ville de Montpellier, de la métropole. Et le fait est, aujourd'hui, même si ça paraît évident, ça ne l'était pas il y a moins de 15 ans, eh bien le numérique est dans la ville, le digital est dans la ville.
Et avec peut-être un des éléments les plus importants, c'est le smartphone que tout le monde a aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a moins de 15 ans, cela n'existait presque pas. Et de fait, ce smartphone, il est pour nous en tout cas, un vecteur essentiel de la mise en relation avec les gens, les habitants. Il a un effet très positif, c'est celui de mettre en relation, mais il ouvre sur le monde, il ouvre sur la planète, mais souvent il éloigne de la proximité, du lieu d'où l'on vit quand on passe tant de temps devant les écrans. Eh bien, quand on prend ce point-là et surtout cet enjeu majeur pour les territoires, eh bien, l'idée qui nous est venue et qui nous apparaît tout à fait évidente, c'est que cet outil numérique doit permettre d'être un véritable lien social et de mettre en relation les habitants au cœur des quartiers. Alors oui, vous l'avez dit, tout d'abord sur les nouveaux quartiers, évidemment, parce que dans les nouveaux quartiers, nous allons pouvoir construire des immeubles avec les promoteurs et ces immeubles deviennent de plus en plus intelligents grâce aux capteurs que l'on peut y mettre, toute la remontée des données, l'intelligence de l'immeuble en tant que tel, mais aussi, et le plus important pour nous, c'est cette relation dans la ville entre les habitants des quartiers. L'objectif étant que, tout d'abord, bien sûr, ces 10 premiers quartiers que nous développons dans la ville. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouvera comme service dans ces nouveaux futurs quartiers, je veux dire, qu'on ne trouve pas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez donner 3-4 exemples concrets, quoi, très concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien, quoi, vous voyez, des gens? Très simplement, la mise en relation des habitants. Les conciergeries de quartier, ça peut être des services publics, mais qui sont parfaitement rattachés à la Smart City ou la ville intelligente, la plateforme de la métropole et de la ville de Montpellier, mais également tous les services et la mise en relation des habitants, que ce soit public ou marchand, c'est-à-dire toutes les aménités qui peuvent être utiles aux besoins des habitants. 2 exemples, si vous voulez bien, comme ça donne deux éclairages. Tout d'abord, dans celui de la fabrique de la ville, le foisonnement des parkings, par exemple. Quand notre ambition, c'est aussi de moins imperméabiliser les sols et que nous constatons dans les quartiers que des immeubles de bureaux qui ont des parkings en rez-de-chaussée, ces parkings en sous-sol plutôt sont occupés plutôt la journée, vides la nuit, et pour les logements c'est l'inverse. Eh bien, toutes quelques startups, des startups de Montpellier ont réfléchi à des modèles, des modélisations qui permettent de faire foisonner ces parkings. Encore faut-il concevoir aussi des quartiers intelligents, c'est-à-dire des quartiers empreints de mixité urbaine, de mixité sociale, c'est-à-dire dans lesquels on va retrouver des services, mais aussi des logements pour tous, mais aussi des quartiers dans lesquels on va avoir des logements, des bureaux, pour pouvoir pratiquer ce foisonnement. Ce foisonnement est rendu possible grâce au numérique. Ça, c'est pour l'intelligence de l'immeuble. Mais dans la relation aussi aux habitants. J'aime bien dire que, même si c'est un peu peut-être présomptueux, mais c'est aussi un Google de quartier. Ça peut être aussi un Google de quartier. Quand, par exemple, de façon très concrète, vous achetez un meuble, cet immeuble vous est livré aujourd'hui dans votre logement, eh bien, soit vous n'avez pas la compétence ou pas le temps, eh bien, vous tapez sur votre ordinateur, sur votre smartphone, pour avoir quelqu'un qui va vous monter ce meuble. Eh bien, la personne qui va arriver, qui va frapper à votre porte ou qui va sonner à votre porte, s'il s'agit de quelqu'un qui a été agréé par la ville, qui a été agréé dans cette plateforme, eh bien, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir aussi croiser à l'école, vous allez pouvoir croiser peut-être chez votre boulanger. Et tout cela, immédiatement, va permettre de faire du lien. Voilà un peu l'idée que nous avons. Alors, l'objectif, c'est évidemment de le déployer sur toute la ville. Les 11 premiers quartiers sur lesquels nous allons le faire, ce sont les quartiers que nous déployons, que tout le monde connaît ici à Montpellier. Ça représente plus de 20 000 logements. Donc là, on a l'intelligence des capteurs, mais évidemment, on ne pourra pas, sur la ville plus ancienne, avoir les capteurs très vite dans les logements. Mais par contre, le lien social, lui, peut se déployer dans toute la ville. Donc il y a les services publics, Hélène en a parlé, mais aussi les services marchands. Il n'est pas question pour nous, avec la plateforme, d'en tirer un profit financier. C'est juste de mettre en relation celui qui crée, celui qui produit, celui qui consomme, pour qu'il puisse avoir tous les services, toutes les aménités nécessaires à son besoin du quotidien. Ce que nous faisons quand nous créons le quartier. Okay. Alors, sans refaire forcément toute l'histoire, mais c'est peut-être important de rappeler, Monsieur Pérez, que vous venez pas de rien à la métropole et à la SERM en matière de ville numérique. Il y a eu une progression logique, quoi, qui a commencé d'un bâtiment, d'un îlot, puis d'un quartier, puis là vous vous attaquez entre guillemets à toute la ville, quoi. Ouais, est-ce que vous pouvez le rappeler en quelques mots? Bien sûr.
En fait, l'évolution, elle vient aussi par la technologie. Il se trouve qu'à Montpellier, nous sommes toujours un peu en avance, nous essayons toujours d'être en avance dans les grandes métropoles de France. Eh bien, d'abord, il y a eu l'immeuble intelligent, puis ensuite l'îlot intelligent. Notre îlot intelligent, c'est la Mantilla, dans lequel nous avons plus de 30 000 m², des bureaux, des commerces, des logements, du logement social, du logement libre, du logement étudiant. Eh bien, il y a 5 ans, quand nous avons livré cet immeuble, nous avons raccordé cet immeuble à la centrale de trigénération, qui était la première en France, qui permet de faire du chaud, du froid avec du bois local, on va dire, et de pouvoir permettre à l'ensemble des habitants, des usagers de cet îlot, de pouvoir réguler leur consommation d'énergie, grâce aux données que nous avons permis d'obtenir. À l'origine, d'ailleurs, quand cela a été fait, il y avait très peu de smartphones. On imaginait, et Cyril pourrait le dire tout à l'heure, puisqu'il y a largement participé, Delbos, on avait imaginé un écran à l'intérieur de l'immeuble. C'est fini tout cela, puisque notre intelligence, elle est embarquée avec le smartphone. Cet îlot a été fait. Alors, on a un retour d'expérience, déjà. Maintenant, nous pouvons passer au quartier, nous pouvons passer à la ville dans son ensemble. Là où, au début, on gérait l'énergie, on y a rajouté toute une série de briques, celle de la métropole, de la TAM, le temps qu'il va faire, les horaires du tramway. Ça, ce sont les services plutôt publics. Hélène parlait du vélo. Toutes ces informations sont déjà données. Il suffit d'avoir du flux du réseau. Et ensuite, il n'y a qu'à déployer. D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que... D'ailleurs, c'est un constat, finalement. C'est que quand on déploie cette technologie, on sait très bien qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est celle qui sera donnée par l'intelligence et par le besoin. Et notre idée, c'est que ce soit cette plateforme, Sermcité, elle aurait pu avoir un autre nom, elle soit très ouverte. Elle soit très ouverte pour que ce soit les habitants qui se l'approprient, pour qu'ils puissent y mettre tout ce dont ils ont besoin dans les quartiers, dans la ville. Et elle sera mise en service quand, cette plateforme? On a une première brique qui a déjà été travaillée depuis déjà 3-4 ans, qui devrait être déployée sur le quartier Eureka. Et puis ensuite, le quartier Eureka qui est à Castelnau. Et puis ensuite, le reste, on espère que dans le courant de l'année 2021, nous pourrons la déployer sur cette idée, et c'est très important parce qu'Hélène l'a évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas penser qu'elle sera déployée que sur les nouveaux quartiers. Elle est vraiment pour tous les habitants de la ville. C'est essentiel parce que quand le numérique permet aussi le lien social, on décoiffe quand même un certain nombre d'idées reçues. Oui, mais comment on fait sur les quartiers plus anciens, les copropriétés dégradées, le centre-ville, pour se connecter il ne s'agira pas, bien sûr, de pouvoir répondre à l'intelligence du bâtiment. De service. Ouais. Voilà. Mais par contre, les données... Oui, les données sont accessibles Les données partout. qui s'échangent peuvent être accessibles partout. D'ailleurs, c'est déjà le cas sur la métropole. Ok. Donc, ce qui vous préoccupe au final dans la structuration de cette offre, c'est l'habitant. C'est la technologie au service de l'habitant. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est important quand même de le rappeler. Non, ça préside votre pensée. Quoi. Non, dire que faire la ville pour les habitants, ça n'est pas bateau. Faire la ville pour les habitants, c'est majeur dans la réflexion. On pourrait faire la ville avec... une grande idée de l'urbanisme ou une grande architecture. Nous l'avons à Montpellier, nous le savons. Faire la ville pour les habitants, c'est être capable, dans chacun des quartiers, de pouvoir proposer cette mixité urbaine, cette mixité sociale. Et la ville numérique aussi. Et la ville numérique doit être à l'intérieur et au cœur. Je voulais vous donner un dernier exemple, si vous permettez, parce que je pense qu'il est intéressant. Ça donne un éclairage aussi sur la façon de faire la ville. Quand on dit aux populations de venir habiter dans la ville, et d'arrêter d'acheter des terrains de plus en plus loin pour construire leur maison, qu'avons-nous à proposer? Et on sait bien que c'est majeur dans le cadre de la transition écologique. Qu'avons-nous à proposer aux habitants pour qu'ils puissent rester dans la ville? Bien sûr, nous travaillons la mixité urbaine. Bien sûr, nous travaillons la taille des logements avec nos amis promoteurs. Bien sûr, pour qu'on puisse vivre dedans confortablement, surtout dans les périodes qui sont les nôtres avec ce Covid, où on doit travailler aussi chez soi, qu'on ait des grands espaces que j'appelle le lieu de l'intime quand on est dans son appartement, dans son logement, dans l'immeuble. Et puis aussi, comment on retrouve un rapport à la nature et à la terre. Quand il y a 3 ans, vous allez voir d'où je viens, quand il y a 3 ans, on plante un verger à Eureka, ce verger de 7,5 hectares.
3 ans avant que les premiers habitants n'arrivent, eh bien, on est dans cette idée que lorsque les premiers habitants arrivent, ils vont pouvoir aussi bénéficier de la production qui a été faite par l'exploitant agricole qui pilote. Eh bien, la plateforme de quartier va nous permettre de mettre en relation les habitants avec un vrai professionnel, c'est-à-dire l'agriculteur qui exploite le verger, pour qu'il puisse proposer des ateliers jardinage, grâce à une information qu'il va donner, et qu'il se crée à l'intérieur de ce quartier et de la ville des communautés mais non virtuelles, réelles, de lieux sociaux. Une dernière question, M. Pérez, sur des opérations, peut-être un contre-exemple. Vous avez cité Google, le recite Google, la Smart City de Google à Toronto, qui n'a pas marché comme prévu. Pourquoi, d'après vous, en quelques mots? Et quel enseignement tirer? On a effectivement observé, bien sûr, alors je vais vite, on a observé, en particulier le club ville d'aménagement, vous l'avez dit, on travaille sur ces sujets de la ville connectée, et bien sur le grand projet de Google, qui était un projet très ambitieux de pouvoir gérer la production de la ville, ou la ville, via le numérique et les informations, les données, et grâce aux données. Bon. Quand on a questionné les personnes qui ont fait cela, vous savez que Google a arrêté cela en mai 2020, eh bien, on a questionné pourquoi cela ne marchait-il, pourquoi cela ne marchait pas. Ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il n'y a pas eu d'appropriation de la part des habitants. Ici en France, nous avons le RGPD, tu disais, la protection des données, l'anonymisation des données, et c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit se priver de liberté? Si on donne toutes nos données, toutes nos informations, devons-nous nous priver de liberté? Nous disons plutôt non. Donc il faut le faire évidemment avec beaucoup de précautions pour s'assurer que chacun des usagers de la ville, des habitants, puissent eux aussi être libres de penser, être libres de faire ce qu'ils veulent. Et le gros risque d'envoyer les données, que ce soit aux collectivités, même si on est un peu plus garant que le monde privé que vous évoquiez tout à l'heure, malgré tout, il faut être vigilant à cela, je crois, et la loi nous y oblige aussi, ce qui est plutôt bien. Merci beaucoup, Monsieur Pérez. Cyril Delbos, pour le bureau d'études Delta. Donc, en quoi ce qui est fait ici, dans la métropole de Montpellier, qu'on a bien détaillé depuis 20 minutes environ, peut inspirer d'autres métropoles? En quoi Montpellier est-elle un territoire d'innovation qui peut faire référence au niveau national? Eh bien, la particularité de Montpellier, c'est que nous avons travaillé rapidement sur cette échelle du bâtiment et du quartier, là où d'autres travaillent plus sur la partie Smart City. Et donc, ce lien nécessaire entre le Smart Home, qui s'est beaucoup développé sur le marché particulier avec de la grande surface, etc., et des produits très faciles à mettre en œuvre parfois, et puis la Smart City, voilà, qui traite toutes les problématiques de la métropole. Donc il y avait il y a ce chaînon qui est très important et qui est assez difficile à mettre en place, puisqu'on parle d'infrastructures de bâtiments qui n'existent pas aujourd'hui, comme disait Christophe Pérez, pour remonter de la donnée et échanger, mettre en place ces services et échanger toutes les données. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique. Et puis aussi le périmètre d'intervention, on est au niveau industriel maintenant, avec une dizaine de ZAC dans un premier temps. Donc on est sur un périmètre qui est très important. Et le nombre de sujets traités, puisqu'on parle autant de sujets très pratiques pour les occupants, mais aussi de sujets plus vastes comme les smart grids, la gestion des déchets, des transports, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que les ambitions sont importantes au niveau du territoire. Donc voilà, donc on est identifié comme un territoire d'innovation sur la mise en place de ces nouvelles façons de construire et d'industrialiser. Avec des coûts à maîtriser, quoi. Enfin, évidemment. Hein, voilà, et du coup, le fait d'avoir travaillé depuis le bâtiment, on travaille sur un temps qui est différent de celui de la métropole, puisqu'on a des modèles économiques qui sont différents, des timings complètement différents également. Donc, il faut développer un modèle économique qui soit très proche des charges, finalement. Voilà, qui soit très proche de ce qui existe déjà. Voilà. Et donc, très rapidement, on s'est attaché à faire communiquer les systèmes entre eux, décloisonner les solutions existantes, mais qui étaient déjà éprouvées avec le matériel qui était déployé depuis des années par des industriels. On ne fait pas un énième laboratoire, on assemble des choses qui sont éprouvées, également pour que ça puisse être déployé avec des coûts raisonnables. Donc certes, il y a
une petite plus-value, mais l'idée de mutualiser les réseaux de communication et de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, notamment les gestionnaires d'immeubles, les syndics de copropriété, permettent de mutualiser les coûts pour ne pas créer de charges supplémentaires parce que c'est pas admissible. Donc l'idée de mutualisation des réseaux est très importante, y compris au niveau économique, et de raisonner en coût global. Donc sur la durée de vie du bâtiment et pas seulement à l'investissement. Ville numérique inclusive, est-ce qu'on doit aller vers une rénovation numérique des logements, comme on parle de rénovation thermique aujourd'hui? Oui, c'est souhaitable, même si effectivement la priorité est déjà sur la rénovation thermique, qui est déjà un gros... Et j'ajouterais peut-être l'un n'est pas l'adversaire de l'autre. Tout à fait. Donc déjà, il y a de gros chantiers sur la rénovation énergétique, on le voit, mais c'est vrai que la composante numérique de la rénovation du bâtiment est importante. Ça fait l'objet de groupes de travail à la SBA pour intégrer les spécificités de ces rénovations. Mais les sujets sont complètement liés, puisque notamment sur la régulation du chauffage ou la conduite des installations techniques, les sujets se rejoignent puisqu'ils sont intégrés aux plateformes que l'on propose. Ces projets finalement de ville intelligente, elles racontent aussi quelque chose du 21e siècle, des nouvelles tendances avec une mutualisation des biens, des services, du covoiturage, du coworking, des salles partagées. Enfin là, c'est plus une observation que je fais, mais que vous partagez. Oui, tout à fait. Donc on pense que la mise en place de ces plateformes est un outil pour répondre à ces nouvelles façons de vivre, à ces changements sociétaux et qui appellent également des modes de gestion différents pour les locaux partagés, etc. On est obligé ça pourrait apparaître comme une nouvelle contrainte pour les gens qui gèrent le bâtiment, les syndics ou autres. Et donc on essaie de proposer des outils adaptés qui sont construits avec eux, avec le recensement de leurs besoins, pour que ces outils numériques les aident dans la gestion et dans l'utilisation de ces nouveaux usages, avec des interfaces adaptées. Donc on parlait de co-construction, de retour d'expérience avec les utilisateurs pour voir si l'outil, l'interface est bien adaptée aux besoins. C'est pas un outil de geek avec pour des gens qui ne parlent que de technique. C'était un peu l'erreur peut-être qu'on a faite au début. Elle était nécessaire parce qu'on parlait de décloisonnement de services. Aujourd'hui, on a vraiment l'intégration des sciences humaines, Hélène le disait tout à l'heure, dans la construction de ces nouvelles plateformes et de ces nouveaux outils. Donc également le fait de construire avec les gens, d'intégrer tout ça et que ça soit itératif, voilà, et tout le monde a une part de la solution. Alors peut-être aussi pour construire avec les gens et avec tout le monde, éviter les forêts d'anglicisme ou les termes super techniques qui caractérisent aussi un peu votre secteur, si je puis me permettre, oui, en petit rapport d'étonnement. Oui, effectivement, c'est déjà ce sont des sujets qui sont techniques et c'est vrai que pour notre part, on essaie de faire beaucoup d'efforts sur le territoire, d'utiliser le moins de termes anglais possible pour se faire comprendre tout simplement, parce qu'il y a un gros effort de pédagogie à faire et parce qu'on parle à des personnes complètement différentes, qui n'ont pas le même champ lexical, qui n'ont pas la même culture, et donc il est très important de travailler sur la communication, expliquer ce que l'on veut faire en fonction des publics que l'on souhaite toucher. Alors expliquez-nous, Monsieur Delbos, et j'invite évidemment celles et ceux qui nous regardent derrière leur écran à réagir sur les réseaux sociaux, à partager, à poster tous des points qui vous semblent intéressants. J'avais oublié de le dire au début, évidemment, n'hésitez pas à réagir. Comment se positionnent les acteurs de la filière, les professionnels, je veux dire? Est-ce qu'ils sont matures maintenant? Est-ce qu'il y a un décloisonnement des fonctionnements, ce que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Quel est votre diagnostic, en quelque sorte? Disons que les choses ont bien évolué depuis une paire d'années à peu près. On sent que toute la filière a compris ces nouveaux enjeux, le besoin des occupants ou des acquéreurs et tout ce que pouvait apporter le numérique. Donc de la même manière, les industriels et tous les prestataires de services ont compris qu'il était nécessaire de réaliser ce décloisonnement, de modifier ces positionnements commerciaux, ces modèles économiques. Donc ça évolue assez vite, plutôt assez vite par rapport à l'évolution habituelle du bâtiment qui est quand même assez lente par rapport à d'autres domaines, j'entends, comme l'informatique ou autre. Et donc ça a bien évolué depuis une paire d'années et les gens ont compris. Est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer?
Oui, Dites-le quand même. Bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Là. On y travaille tous les Par jours. exemple, Mais ça peut être quoi ça c'est le fait que le décloisonnement soit effectif et ne soit plus qu'une intention ou un argument commercial sur des solutions techniques et que réellement les gens puissent échanger. Quand vous parlez de décloisonnement, ça peut permettre quoi? Enfin, essayez d'être peut-être concret. Le décloisonnement, c'est le fait de vous pouvoir... Vous me donniez un exemple qui était intéressant. Je veux prendre mon vélo parce qu'il fait beau. Et parce que maintenant il y a des voies dédiées dans la métropole, n'est-ce pas? Mais la qualité de l'air est mauvaise. C'est un exemple que vous m'avez donné. Oui, donc finalement, je vais peut-être prendre le tram si la qualité de l'air est mauvaise. Mais finalement, là, il n'y a pas de solution qui permette de croiser ces données météo, qualité de l'air. Enfin, c'est un exemple tout bête. Tout à fait. L'idée de décloisonnement, c'est que les données de chaque service ou de chaque prestataire puissent être échangées avec une plateforme qui crée de nouveaux services en intégrant ces différentes données. Typiquement, on n'en est pas là encore. Alors, ça dépend des services. Ça dépend des services, mais par exemple, l'idée, c'est d'aller récupérer des données en open data sur la qualité de l'air, la météo ou autre, et de pouvoir conseiller les gens dans leurs déplacements. En échangeant également avec les services de transport en commun, en ayant les transports en commun en temps réel, des choses comme ça. Et donc, c'est bien d'utiliser les données émanant de différentes sources pour créer de nouveaux services. Et c'est là où il y a un intérêt également sur le territoire, c'est qu'on a un écosystème qui est très développé en termes de start-up et de développement. Donc, c'est vraiment d'avoir cette émulation de créativité, en fait, de services, en ayant un croisement des données. Voilà. Peut-être une dernière question, Monsieur Delbos, sur l'enjeu de l'obsolescence des systèmes, enfin mettre en place des plateformes, des technologies, mais qui ne soient pas obsolètes sitôt qu'elles sont mises en place, enfin, le temps de les concevoir. Et puis tout va tellement vite, on le voit avec nos smartphones. Oui. C'est un enjeu, ça. Comment le prendre en compte? Eh bien, il y a un double enjeu, c'est les consommations des ressources, parce que c'est vrai que d'aller mettre des capteurs jetables au bout de quelques années dans les bâtiments systématiquement, etc., c'est peut-être pas le mieux. Donc, c'est le travail qui est mené avec le label R2S, notamment de la SBA, c'est-à-dire de s'appuyer sur des standards, des choses qui sont établies, ou sur lesquelles on a une visibilité, et sur lesquelles on peut assurer une réversibilité également. Donc, du matériel ou des plateformes de services pour tendre vers des standards qui en sont vraiment et qui permettent de pouvoir adapter le système au cours des années, voire d'avoir les codes sources, etc., pour pouvoir avoir une vraie indépendance vis-à-vis des technologies et des prestataires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Voilà, donc voilà. Très bien. Merci. Merci, Monsieur Delbos. On va conclure avec vous, Monsieur Bringer. On est parfaitement dans les temps, donc on va le rester avec vous. Je vous fais confiance. Alors, la profession des promoteurs immobiliers, elle a envie d'y aller. Elle avait déjà envie, elle a encore plus envie. Et quels espoirs vous fondez dans tout ce qui vient d'être dit là, des futurs quartiers, de l'appel d'offres Serme-Cité? Alors déjà, sur les promoteurs immobiliers, aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie de la ville, c'est la première industrie de France, avec plus de 2 millions de travailleurs dans cette industrie. Et je dirais que notre profession doit presque changer de nom. Et plutôt que promoteur, s'appeler les bâtisseurs de la ville. La première des choses, c'est qu'on doit répondre à la demande de nos clients. Aujourd'hui, la demande, elle est là. On a encore vu dernièrement sur les derniers sondages chez les jeunes de 20-30 ans, qui disent aujourd'hui, nous voulons acheter du logement neuf et du logement connecté. Donc oui, la demande, elle est là, on doit la servir. Nous, on a un client principal, c'est notre client. Notre client, qui soit occupant ou investisseur. Et on doit répondre aussi à la demande de la collectivité, et en particulier ici à Montpellier, de son président Michael Delafosse et de ses aménageurs, pour créer un lien complet. Et quand la métropole travaille sur la collection des données pour leur apporter le service, là, ça nous donne une vraie plus-value pour notre client, à nous de l'expliquer. Et c'est une valeur supérieure pour la vente. La nécessité aussi d'associer les syndics.
C'est un point de vigilance peut-être que vous nécessité souhaitez d'associer souligner. les syndics, et c'est vrai que dans cette industrie de la ville, et c'est pour ça qu'à Montpellier, tous les principaux syndicats de l'acte de bâtir se sont réunis autour de l'Académie du bâtiment et de la cité de demain, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que on a pu le constructeur, le syndic, l'aménageur, etc. Il faut tous qu'on travaille ensemble de manière transversale. Et les syndics, ça reste, dès la livraison du logement, le premier interlocuteur des propriétaires et des occupants. Donc c'est extrêmement important qu'ils soient associés à cette... Et quand vous dites qu'ils soient associés, c'est-à-dire qu'ils soient formés, qu'est-ce que vous entendez par qu'ils soient associés? Il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient formés. Et quand on leur pose la question de qu'est-ce que le smart building, qu'est-ce que la smart city, il faut absolument qu'ils disent ça va vous apporter ça comme service. Et c'est là qu'on va réussir peut-être, et je crois que c'est peut-être l'erreur qu'a fait Google à Toronto, c'est d'avoir un système global d'information auprès de ces services. Et je crois qu'ici, à Montpellier, et le président de la métropole de Montpellier le porte et est proche de ses habitants, avec l'aménageur, avec la métropole et les promoteurs se saisissent de ça. Il y a des réunions qui sont prévues avec Monsieur Larue, avec Samuel Hervé du MEDEF, avec Clément Saad de la French Tech, pour pouvoir aujourd'hui travailler de manière transversale sur ces nouveaux services, sur la Smart City et la Smart Building. Évidemment aussi, pour que ça fonctionne, il faut que toute l'économie, tous les acteurs soient impliqués, qu'ils n'attendent pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, qui arrive, il faut qu'ils soient impliqués en amont. Comme le disait Christophe, la réussite, et là c'est vraiment un travail en commun, la réussite de ce système, c'est si on apporte un vrai service à l'occupant. Pour apporter ce vrai service à l'occupant et pour créer du lien, il faut que toutes les entreprises, toutes les personnes du quartier soient imprégnées de ce que ça va apporter aux autres. Et la réussite, elle est là, la réussite future. Il faut préparer les bâtiments, et ça, la CERM nous y aide. Alors voilà mon nouveau livre de chevet, c'est le cahier des prescriptions pour la CERM Cité. C'est extrêmement bien fait. Pour nous, en tant que promoteurs, on apporte tout le travail d'un aménageur comme la CERM, qui est pour moi le meilleur de France, et qui nous apporte un support technique de plusieurs années de travail et relativement synthétique, ce qui va amener tous les acteurs à progresser. C'est en fait c'est la structuration d'une filière un peu que vous décrivez. C'est la structuration d'une filière et je crois qu'elle est bien représentée par sa représentante à la métropole, et cette structuration de cette filière. C'est aussi des nouveaux métiers. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux emplois. Et c'est une manière totalement disruptive de pouvoir voir l'immobilier et l'industrie de la ville. Pour y faire face, je trahis un petit peu le secret, mais plusieurs promoteurs régionaux vont s'associer autour de nouvelles créations ensemble pour faire une disruption dans la manière de faire l'immobilier. C'est-à-dire plusieurs promoteurs régionaux vont s'associer. Vous le saurez bien assez tôt, mais ça va arriver bientôt. Dans Midi Libre, bien sûr. Dans Midi, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, c'est des nouveaux métiers, parce que vous, Monsieur Delbos, si mes souvenirs sont bons, votre formation de base, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, vous êtes engouffré dans cette brèche, en quelque sorte, disons que, avec talent. Mais... Disons qu'on est issu des métiers de la thermique, du bâtiment, et puis à l'occasion de la Mantilla, où une émission nous a été confiée pour au début du monitoring, de l'enregistrement de données de consommation. En construisant avec les promoteurs et les syndics, on est allé plus loin et on a essayé d'amorcer cette plateforme de services, qui n'était que pour la gestion du bâtiment, mais effectivement ça nous a mené à progresser. Initiale. Tout à fait, et c'est des métiers qui sont complètement à construire, et des filières. D'accord. Xavier Bringer, vous diriez qu'avant, vous manquiez de directives, ou il n'y en avait peut-être pas assez. Là, maintenant, vous avez un cap, vous allez industrialiser le logement connecté davantage avec ce type de perspective, CERM Cité ?
le fait de le lancer, comme Christophe Pérez le disait, le fait de le lancer sur 10 ou 11 ZAC, je crois que c'est... voilà. Et ben, ça donne un vrai cadre. C'est de se dire, on a la demande du client. Deuxièmement, il y a une volonté politique. Elle est portée par la collectivité. Donc on va pouvoir investir en recherche et développement là-dedans. Et on va embarquer avec nous, en tant que bâtisseurs de la ville, on va embarquer toutes les personnes et les BET techniques que l'on fait travailler en permanence. Et on va leur dire, hier, ce n'était pas la priorité, aujourd'hui, ça va l'être. Parce que si on passe à côté de ça, on n'est plus dans le coup. Le logement connecté, donc c'est un argument de vente aujourd'hui, ou c'est même une demande très forte pour les jeunes, les plus jeunes acquéreurs ou les moins jeunes. Qu'est-ce qui est incontournable? Enfin, un logement connecté, c'est quoi? Parce que c'est très vague en fait comme terme, c'est très vaste, on va dire. Qu'est-ce qui est vraiment incontournable aujourd'hui dans le terme connecté, logement connecté? Dans les termes connectés, la première chose, c'est la connexion. Alors, la connexion entre quoi et quoi? La connexion entre l'occupant et son quartier, l'occupant, ses commerçants, l'occupant, la collectivité, et l'occupant, tous les services de transport y associés. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est comment réussir dans le futur avec un gap environnemental où tout le monde a envie d'aller, de pouvoir réguler sa consommation, avoir son retour et comprendre le fait que quand on baisse le chauffage de 2 degrés pendant 8 heures dans la journée, on gagne temps à la fin du mois, à la fois en financier et à la fois pour la planète. Mais si ça aujourd'hui vous n'en avez pas les données, vous êtes incapable de savoir l'effort que vous faites, vous n'en connaissez pas la résultante. Voilà. Et là, c'est aussi une formation globale, et puis c'est aussi pour la collectivité le moyen de pouvoir produire dans l'écosystème économique l'ensemble de ces services. Et quand Christophe disait on va aussi agréer des commerçants, des personnes qui font des services, c'est un peu ce qui se passe dans le métro parisien, où avant, il y avait des chanteurs, des musiciens un peu partout à la Sauvette. Et quand ils ont commencé à en sélectionner, et au lieu d'avoir quelqu'un qui vous embêtait quand vous passez, aujourd'hui, c'est un moment de plaisir quand on écoute de la bonne musique. Je ne sais pas si M. Malguir est toujours avec nous, est toujours connecté ou pas. Oui. Ça serait peut-être pas mal, M. Malguir, de conclure avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges entre Montpelliérains, en quelque sorte, si je puis me permettre? Quel est votre regard sur ce qui a été échangé? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que il y a des différences avec ce que vous voyez en Asie? Un petit rapport d'étonnement? Non, il n'y a pas de rapport d'étonnement. Je reste quand même français. On a aussi des activités en France, bien qu'on ne soit pas impliqué dans les smart cities en France. Mais clairement, je dirais les contraintes principales que nous avons, que vous avez en France, pas en Asie, c'est tout ce qui est contrôle de données. C'est vrai qu'on travaille dans un certain nombre de pays où le contrôle de données n'est pas du tout au niveau de ce qu'a la France aujourd'hui et l'Europe d'une façon générale. Et quelque part aussi, c'est les grosses différences, c'est sur les besoins des usagers. Les besoins des usagers en Asie restent quand même des besoins beaucoup plus primaires, si je peux dire, par rapport aux besoins des usagers en France. Et je pense que de toute façon, l'Asie aujourd'hui est en pleine évolution. Alors, encore une fois, je mets à part Singapour, le Japon et les quelques pays développés d'Asie, mais globalement, on n'est pas du tout dans la même problématique qu'en France. Puisque en Asie, dans la plupart de ces pays, nous sommes un peu comme en France dans les années 50 et 60, sauf que nous sommes dans les années 50 et 60 avec les outils du 21e siècle. Et c'est vrai que ça donne certaines différences par rapport à ce qui peut se faire à Montpellier et dans le reste de la France. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant d'écouter ce genre d'éclairage et ça donne des idées justement sur qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus en Asie pour se différencier. Et il y a peut-être un dernier point. Alors vous, Monsieur Malguir, ou autour de moi sur la table ronde, l'enjeu de
l'enjeu majeur de cybersécurité, évidemment, dans une ville connectée. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous, Monsieur Malguir, ou l'un d'entre vous qui veut conclure là-dessus? Pas tous, hein, parce qu'on n'aura pas le temps, mais juste Madame Roussel. Clairement, c'est un des sujets du plan de relance. Donc, effectivement, quand on crée une infrastructure qui est le support de la Smart City, c'est d'abord les usages, un support technique et s'assurer la sécurité de ce support technique pour ne pas avoir de problématique d'usage. Et comment comment on à peut travers des expertises, des tests, par des hackers. Il y a des professionnels qui font ça justement et régulièrement on fait tester nos infrastructures. Ok. Monsieur Malguir, Madame Roussel, messieurs, merci beaucoup pour cette heure d'échange. C'était peut-être un peu court, mais il y a le timing à tenir. Je vous remercie d'avoir contribué à tenir ce timing de façon parfaite. Et je vous donne rendez-vous donc à 15h15 précisément, dans un quart d'heure, le temps de se faire couler un café, pour la deuxième table ronde de l'après-midi sur le thème « Comment intégrer le numérique » avec des témoignages de bailleurs sociaux et un membre aussi de la SBA. À tout de suite. Merci.